Pierre Card, je suis l'organisateur de la Game Connection, événement que nous avons lancé il y a 5 ans et qui s'inscrit dans la ligne des conventions d'affaires qui existent dans d'autres secteurs mais qui n'existaient pas jusqu'à il y a quelques années dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est Game Connection. Game Connection, oui. Ça date de combien de temps? On est déjà à la 6e édition, non? On en est à la 5e édition en France, à la 3e aux États-Unis, à la 2e en Asie. L'idée, c'est que à partir de cette année, ça devrait être un événement qui va se produire à peu près tous les 4 mois sur chacun des grands continents du jeu vidéo, l'Europe, l'Asie et les Amériques au sens large, avec un événement à Lyon en Europe, un événement à Shanghai et à Tokyo en 2 dates en Asie et à San José / San Francisco en mars, au moment de la GDC. Alors, raconte-nous comment ça a commencé. À la base, c'est marrant parce que c'est un truc qui sort d'une expérience personnelle, parce qu'à l'époque où j'étais producteur chez Infogrames, il y avait déjà des gens qui se posaient la question de savoir comment on rentrait chez un éditeur, qu'est-ce qu'ils devaient contacter, quelle était la bonne personne pour arriver à présenter un jeu en distribution ou en édition. Et il me semblait, déjà à l'époque, c'était un peu le chaos. Et à l'époque, quand j'ai pris la direction de Lyon Game, qui était une grosse association à Lyon, fédérant des acteurs du jeu vidéo, il m'a semblé que c'était pas nécessairement idiot de tenter de fédérer tous ces acteurs-là au même endroit. Donc de faire venir tous les acheteurs de jeux vidéo en face de tous les développeurs de jeux vidéo. Donc au départ, on a fait un événement strictement français en 2001. À Lyon, qui était, en l'occurrence, j'étais payé à 50% par la ville de Lyon, donc il y avait une certaine logique à ce que je le fasse plutôt à Lyon plutôt qu'à Marseille, par exemple, ou à Paris. Et avec 25 développeurs français, on a réussi à faire venir une vingtaine d'éditeurs mondiaux qui, a priori, avaient envie de regarder ce qui se passait en France. Par exemple, Nintendo, Sega, Sony, Electronic Arts. Enfin, dès le départ, les plus gros ont été intéressés par la démarche. Et donc, on a, en fédérant les fichiers des acteurs français, réussi à faire démarrer quelque chose, à faire démarrer un concept assez simple qui est de dire on fait du rendez-vous d'affaires pour le jeu vidéo, présentation de projets, présentation de jeux finalement possibles et en face de publishers intéressés pour les pitcher et éventuellement pour les signer. Et ça a bien pris. Et puis au fil du temps, on s'est renforcé, Europe, puis monde. Et aujourd'hui, à chaque Game Connection, il y a en moyenne une vingtaine de pays qui participent, parfois plus, parfois 25, parfois 30. Et on l'organise maintenant sur différents territoires. Là, cette année à San José pour la GDC, combien d'éditeurs tu as rassemblé, combien de probables acheteurs? On a eu cette année 70 développeurs, y compris des Péruviens et des Mexicains pour la première fois. C'est un d'honneur incroyable. Et on a 53 éditeurs. Beaucoup viennent des États-Unis, beaucoup sont orientés sur la distribution et recherchent des produits pour une distribution aux États-Unis, mais aussi beaucoup d'acteurs qui viennent d'Europe, du Japon. On a en gros sur les 4, on a en moyenne à peu près 80% des 50 premiers éditeurs, et en l'occurrence cette année, je pense qu'on est aux alentours de... On doit avoir 28 des 30 premiers éditeurs de manifestation. Alors, si on a un petit éditeur de jeux ou développeur de jeux en France, comment faire pour participer à... C'est assez basique. Le principe de base, c'est de dire d'abord j'ai envie, ensuite j'ai des produits pertinents par rapport au marché et en gros je vais sur le site de gameconnection.com et je récupère le formulaire d'inscription. Sauf que nous on s'efforce d'informer en direct à peu près l'ensemble des développeurs européens et une bonne partie des développeurs américains, avec une personne qui s'occupe ici de tout le continent américain. Ensuite, il y a un phénomène de sélection, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le monde, on prend en général les meilleurs projets, ce qui veut dire qu'on élimine à peu près 20 ou 30% en fonction de la taille des boîtes, de la pertinence des projets.
C'est un investissement qui peut être assez important, puisqu'en l'occurrence, de mémoire, je crois qu'on est sur un ticket qui est de l'ordre de $4 000 aux États-Unis, ce qui n'est pas dérisoire, mais qui, par les retours qu'on a pu avoir, est probablement un des meilleurs investissements que peuvent faire les développeurs aujourd'hui pour rencontrer et networker, excuse-moi l'anglicisme, avec des éditeurs. Donc la base, c'est inscription, sélection et ensuite prise de rendez-vous. Est-ce qu'il y a des aides, financement? Il y a des aides en général pour les développeurs, ça dépend des territoires. Les Coréens par exemple ont des aides, les Français ont aussi des aides, en particulier en région parisienne et en Île-de-France. Mais l'international est pas mal soutenu, ce qui fait qu'en moyenne les développeurs français ont une réduction de l'ordre de 50% de leur prix de participation. Les rendez-vous avec les éditeurs sont pris à l'avance? C'est ce qui fait une des grandes forces de la manifestation, c'est que tout est calé en avance. Tout est pré-organisé finalement en ligne avec deux niveaux d'organisation. Le premier, c'est que les développeurs présentent leurs projets, les éditeurs voient les projets des développeurs et acceptent ou pas les rendez-vous qui sont en général proposés par les développeurs. Ce qui fait que tous les rendez-vous qui sont acceptés par les deux parties ont un sens pour les deux parties. Il n'y a pas de rendez-vous forcé, il n'y a pas de pression pour que tel ou tel rendez-vous soit calé d'avance. Donc ça c'est un truc très important qui fait que chaque rendez-vous est pertinent. Et le deuxième élément qui fait la force de la manifestation, c'est que non seulement le rendez-vous est agréé par les deux parties, mais en plus il est optimisé dans le temps par un système un peu complexe d'optimisation d'agenda, d'un algorithme de gestion d'agenda, qui fait que les rendez-vous sont calés toutes les demi-heures dans les agendas des personnes, je dirais, sans qu'ils aient la main dessus. Ils donnent juste leur période de présence et nous ensuite on remue le truc pour que ça rentre bien à l'intérieur et que chacun ait son agenda calé. Ce qui permet d'avoir une optimisation des agendas, des programmes qui est nettement supérieure à ce qu'on peut avoir si on gère soi-même son agenda. Pour se donner l'idée, pour essayer de se représenter le truc, si on prend 15 hommes, 15 femmes et qu'on les met dans une salle avec 15 danses, arriver à faire en sorte que s'ils se débrouillent tout seuls, arriver à faire en sorte que tout le monde puisse danser avec tout le monde, ça rate à peu près dans 99% des cas. Parce que les premiers rendez-vous sont faciles à caler, mais dès qu'ensuite on veut arriver, il y a un temps de déplacement, de réorganisation qui est monstrueux. Et notre force, c'est qu'on fournit finalement un planning qui est déjà précalé, à l'intérieur duquel il reste quelques trous, dans lesquels les gens peuvent recaler des rendez-vous supplémentaires en fonction de leurs attentes. Et ça, c'est probablement une des grandes forces de la manifestation. Quels sont les résultats que tu as vus au travers des différentes éditions de cette conférence? Quels sont les résultats que les petits éditeurs, les développeurs ont eu avec après les chiffres qu'on a sont difficiles à avoir. Alors juste une petite précision, on n'est pas nécessairement sur un modèle de conférence, on se positionne plutôt comme une convention d'affaires. Maintenant c'est une terminologie qui est à peu près délimitée, mais en termes de résultats, c'est pas toujours très évident d'avoir les chiffres de la part des développeurs, sachant qu'il faut se rappeler que un contrat, la signature d'un contrat prend entre 4 et 8 mois aujourd'hui. C'est un timing qui est un petit peu long. Donc on n'a pas forcément dans les 2 mois ou les 4 mois qui suivent le résultat concret. Pour autant, ce qu'on a sur les différentes manifestations qu'on organise maintenant depuis 5 ans, c'est que chaque participant génère en moyenne 200 000 € de revenus sur la manifestation. Excuse-moi, j'ai une charge. Ce qui fait que pour un investissement d'en moyenne 4 000 €, il y a un facteur x50. Ce qui fait qu'on a. Je suis très en forme. Je te remercie. On a en moyenne une reconduction des participations qui est de l'ordre de 60%, parce que les gens savent que c'est tellement efficace que ça a du sens de revenir. Et la vraie difficulté qu'on a, c'est que les gens finissent par ne plus revenir tellement ils ont généré le contrat sur les éditions précédentes. Ce qui est un bon souci à avoir, mais néanmoins un souci. Donc, quand tu parles de 4 000 $ de dépenses, ça comprend quoi? Le billet d'avion, l'hôtel? Ça comprend le stand, la mise en place des rendez-vous et les meubles qui est à l'intérieur, quelques tables et chaises. C'est très basique, plus un accès à Internet gratuit et l'électricité. C'est très basique. Comme tu le vois, c'est pas particulièrement sexy, mais pour autant, c'est très efficace pour la plupart des gens qui ont
en moyenne plus de 20 rendez-vous sur 2 jours. Ce qui fait qu'on est sur un prix de rendez-vous qui est écrasé, comparé à ce que ça pourrait coûter de prendre l'avion, d'aller voir chacune des personnes les unes après les autres. Alors, c'est vrai qu'on allait voir chacune les unes après les autres, on n'aurait peut-être pas une demi-heure, mais peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de rendez-vous. Là, on est sur un timing de 30 minutes par rendez-vous. Les développeurs y trouvent nettement leur compte, et les éditeurs aussi. Donc, à partir du moment où tout le monde est content, c'est pas très évident de changer complètement la formule. Les éditeurs payent aussi pour assister à cette convention. On est sur un modèle où il n'est pas question d'inviter qui que ce soit, parce que, ma perception, c'est que à partir du moment où on invite les gens, on tord le truc et il n'y a plus de vraie logique. On a des gens qui viennent juste parce qu'ils sont invités. Donc on est sur un modèle où tout le monde paye, les développeurs payent 10 fois plus que les éditeurs. Maintenant, les éditeurs payent ensuite. Quand ils signent un contrat d'1,5 million de dollars, mais finalement on peut estimer qu'ils ont payé leur participation autrement, même si, bien qu'on ait évoqué l'option, on n'a pas de pourcentage sur les deals qui sont signés. Donc les éditeurs ici, quel est le bénéfice pour eux? Le bénéfice pour eux, c'est un peu le même que celui des développeurs dans l'autre sens. C'est-à-dire que les développeurs voient beaucoup d'acheteurs potentiels, les éditeurs voient beaucoup de produits potentiels. Ils les voient à la fois comme des produits originaux qui peuvent signer parce que ça a du sens pour eux de signer un nouveau produit, un jeu de je sais pas quoi, j'arrive. Excuse-moi. Les éditeurs trouvent des nouveaux produits qui pourraient pas faire, ils n'auraient pas pu le faire autrement. D'abord, ils peuvent les faire en interne toujours, mais on sait que. Je veux dire que les trouver. Bien sûr, mais ils peuvent toujours les trouver autrement. Et ils ont toujours, il y a des gens qui les contactent directement. Mais l'intérêt, c'est qu'ils envoient sur 2 jours, ils envoient 15, 20, 25, 30. Et ça, il n'y a pas tellement de solutions qui leur permettent d'en avoir autant en aussi peu de temps. Ça, c'est un premier point. Et puis, les éditeurs ont aussi souvent en interne des propriétés qu'ils ont sécurisées par ailleurs ou des franchises qui sont en interne qui n'ont pas nécessairement de studio pour les porter. Et par exemple, que ce soit les grands studios européens ou américains, ils ont tous des propriétaires en interne qui souhaitent faire porter à d'autres. Qu'ils aient soit dealé en direct avec des licenceurs, je prends l'exemple de Spider-Man ou du Seigneur des Anneaux, ou qu'ils aient développé en interne, ils cherchent aujourd'hui des studios pertinents qui savent faire des jeux de voitures, plateformes, stratégie, etc. Et donc, à ce moment-là, ils viennent avec une propriété sous le bras et disent « Bon, j'aime bien ce que vous faites, mais votre projet m'intéresse finalement assez moyennement, ce que je vois, c'est que vous me fassiez ça. » Et on a donc une double logique qui est soit de signer des produits en production directe, soit de signer des produits en licence, quasiment en sous-traitance. Mais à partir du moment où tout le monde trouve son business, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Alors, pour cette convention, tu as loué l'espace ici au Fairmont. Est-ce que tu es subventionné, tu es aidé, sponsorisé? Ça coûte cher quand même. Alors, tout ça effectivement coûte un peu d'argent. La vraie question, c'est pour qui est-ce qu'on le fait? Je dirais que notre positionnement aujourd'hui, c'est d'être un facilitateur. On est un acteur qui fluidifie le marché et qui permet à un grand paquet de développeurs ici présents de rencontrer un grand paquet d'éditeurs. Ce dispositif est payé à 80% par les développeurs. Ce sont les exposants qui financent la manifestation. Il y en a 70 ici. Eh bien, à eux tous, ils permettent à la manifestation d'exister. À la marge, on a un petit peu de financement public et de soutien, notamment de l'État, mais c'est pas l'essentiel de la démarche. L'essentiel vient du financement des participants qui trouvent finalement une économie. Donc on est sur un modèle qui est quasi privé, voire complètement privé à moyen terme de manifestation. Alors, Game Convention, c'est une association à but non lucratif ou c'est... Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, d'abord, c'est Game Connection. Game Convention, c'est l'événement de Leipzig, qui est un très bel événement aussi. Game Connection, c'est une marque qui a été développée par une association qui s'appelle Lyon Game, qui est donc l'association pour laquelle je travaille. Et effectivement, aujourd'hui, l'événement est porté par une structure à but non lucratif. D'accord. Ça pourrait changer, mais aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que ça a un sens de faire Game
Connection, pardon. Game Connection. Est-ce que c'est un sens de faire un Game Connection durant l'E3 à Los Angeles? Ça a du sens de faire la Game Connection, mais pas trop souvent. C'est-à-dire que si on le fait tous les 2 mois, ça devient compliqué à justifier, ça devient compliqué à financer. Les gens viennent plus déjà. Aujourd'hui, on pense que le bon modèle, c'est de le faire quasiment tous les 4 mois. De le faire une fois par quadrimestre. Je sais pas si c'est correct. On le fait début décembre à Lyon avec principalement un focus européen. On le fait en mars avec un focus essentiellement américain. Et notre objectif, c'est de le faire probablement en juillet avec un focus principalement asiatique. À partir du moment où on aura ces 3 manifestations, on pense qu'on aura couvert l'essentiel du marché. Alors, est-ce qu'il faut, à ce moment-là, faire une croix sur le 3 et considérer que le 3 n'existe pas? Ce serait une forme d'aveuglement. Et on pense qu'on va continuer de faire ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire permettre aux gens d'utiliser le système de rendez-vous des Game Connection pendant le 3 pour prendre leur propre rendez-vous sans nécessairement développer une infrastructure de ce type-là, qui est trop compliqué à mettre en place pendant le 3. Je crois qu'il y a l'État français, puis il y a un pavillon français des fois à l'E3. Absolument. Est-ce que tu es... On y participera à nouveau cette année. C'est un pavillon qui est important pour que les entreprises puissent valoriser leurs compétences. On a forcément vocation à soutenir ce genre de démarche et on participe de manière assez étroite d'ailleurs à l'élaboration de la totalité de la démarche internationale. Lyon Game aujourd'hui représente à peu près 40% de l'industrie du jeu vidéo. Il y a une certaine logique à ce qu'on soit associé à ce genre de réflexion. Après, est-ce qu'on est tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait faire avec une industrie qui est aujourd'hui au niveau national dans le top 10 mondial, voire même dans le top 6, dans le top 7? Je pense qu'on peut faire mieux. Ouais. Là, c'est certain. Les tendances là sur cette édition, qu'est-ce que tu vois les éditeurs? Enfin, les éditeurs. Ça c'est la question difficile. Les développeurs là, qui participent à la Game Convention. Connection. Tu peux le faire. Il peut le faire. Game Connection. Alors, quelles sont les tendances? On est sur un marché qui est quand même de plus en plus compliqué. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de plateformes, parce qu'on est en plus sur une période de transition, parce que bien sûr il faut faire de la 360, mais il faut faire de la PS2, mais aussi il faut faire du mobile, mais aussi il faut faire du online, mais aussi il faut faire du handheld, etc. Enfin c'est un peu l'enfer pour tout le monde. Les tendances, on a des acteurs qui se spécialisent, toujours. On a un phénomène qui est important, qui est un phénomène d'outsourcing qui se développe beaucoup, c'est-à-dire que des structures qui restent légères mais qui s'appuient beaucoup sur des structures de prestations à l'extérieur. On a des développeurs qui sont de plus en plus matures au niveau business, ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se positionner avec une offre complète, y compris en coproduction, y compris avec de l'apport en marketing, ce qui n'est pas nécessairement de ce jusqu'à maintenant. Mais c'est une phase qui est difficile et sur laquelle pas mal de gens ne savent pas très bien ce qui va se passer. Avec une PS3 qui glisse en timing, avec une Xbox qui s'est quand même 360 qui s'est quand même pas exactement caractérisée par un très grand succès sur l'Asie, avec la révolution qui amène un joystick et un gameplay finalement assez particulier, avec une PSP qui trouve pas complètement son marché au Japon. Enfin c'est compliqué. Aujourd'hui, on est comme dans un certain brouillard et certains disent que le PC finalement va remonter, va reprendre du poil de la bête. Moi, j'ai du mal à donner un avis définitif, mais aujourd'hui, je crois que la tendance de base, c'est de dire que c'est plus compliqué. En termes de genre, qu'est-ce qui te semble avoir le succès aujourd'hui? C'est toujours les mêmes choses, jeux d'action, c'est les jeux de rôle, il y a un peu de... Là-dessus, j'ai un peu du mal à juger de manière ferme et définitive. Ce que je vois, c'est que paradoxalement, les franchises ont encore des beaux jours devant elles. C'est-à-dire que les licences sont présentes dans l'industrie. Et quand on regarde les ventes sur la fin de l'année dernière, excuse-moi, les IP internes, franchises, ont plus de poids au global que les licences. Et ça touche des genres qui se mélangent, c'est-à-dire qu'on a de l'aventure-action, des jeux qui sortent avec du jeu massivement multijoueur de voitures par exemple. Enfin, on a
des trucs hybrides qui sont en train de sortir, et une complexité d'un genre qui se réinvente un petit peu en continu, à la fois sur ces problématiques hardware et sur ces problématiques de contenu. Donc c'est pas facile de donner un genre dominant et une évolution nette. Alors, dernière question, en France, où se trouve où est-ce que tu situerais géographiquement ce marché du jeu vidéo, cette économie du jeu vidéo? C'est encore Lyon. Lyon, c'est le centre de. Mon boulot, ce serait de dire, bien sûr, Lyon, centre du monde. Évidemment, c'est centre du monde du jeu vidéo, mais d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, en termes de consommateurs, il est très diversifié. Il est vraiment un peu partout. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler en termes d'économie, c'est que c'est une toute petite économie en France. En termes de développement, ça représente moins de 2000 personnes, donc c'est dérisoire. Enfin, d'un point de vue vraiment strictement macroéconomique, c'est une industrie de nains par rapport à, ne serait-ce qu'à France Télécom, enfin, qui est juste de mémoire, comme ça en première analyse, 50 fois plus gros que l'industrie du jeu vidéo. Maintenant, où est-ce que ça se passe? Il y a deux coins où ça se passe. Il y a Lyon, évidemment, avec l'antériorité d'Atari, d'Electronic Arts, de Codemaster, de Nobilis, qui sont des gros acteurs de l'édition. Et puis, les principaux développeurs français, avec Eden, studio interne d'Atari, avec Widescreen, avec Étrange Libellule, avec Arkane Studio, avec Phoenix, qui sont des très gros studios aujourd'hui au niveau national. Et puis évidemment Paris, avec une grosse partie de la distribution et quelques gros développeurs nationaux, notamment Quantic, Darkworks, Cyanide, qui sont ou Eugene System, qui sont des belles entreprises. Maintenant, quand on a fait le tour de ces deux territoires, on a passé 80-85% de l'industrie. La concentration s'est caractérisée par l'émergence de deux pôles de compétitivité qui aujourd'hui travaillent ensemble pour renforcer les outils de développement des entreprises, monter des plans à l'international, travailler sur la formation. La grande force du secteur, c'est parce qu'il est petit aussi, c'est qu'il a une réactivité, une manière de travailler qui fait qu'il est plus efficace parce qu'il travaille de manière globale au niveau national. Même si c'est toujours compliqué, on a aujourd'hui finalement, on est plus petit que l'Angleterre, mais il me semble qu'on a une approche en termes de dynamique industrielle qui est peut-être meilleure que là. Où c'est un peu le chaos quand même là-bas. Alors, malgré le fait d'avoir une petite industrie, enfin d'avoir un petit nombre de développeurs, France a quand même le top 5, le top 10 des plus grandes marques de jeux vidéo. Il y a Atari, il y a... Oui, il y avait il y a Ubisoft, oui c'est vrai. Après, il faut dissocier le développement et l'édition. Quand on parle effectivement d'Atari, de VUG ou d'Ubisoft, on parle de marques qui sont mondiales, d'éditeurs qui ont réussi à se positionner et qui sont encore, malgré la difficulté d'Atari, à des niveaux quand même, je suis désolé pour le bruit de fond, qui sont encore à des niveaux vraiment internationaux. Et puis on a des développeurs qui sont aujourd'hui moins visibles. C'est-à-dire que les développeurs, par essence, dans cette industrie, sont effacés derrière la puissance de financement des éditeurs et des Quantic, des Widescreen, des Phoenix, des Étrange Libellule, sont aujourd'hui moins visibles malencontreusement que les éditeurs. Et puis ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est que sont ces éditeurs vraiment dans le périmètre? Est-ce qu'ils sont des entreprises encore françaises ou est-ce qu'ils sont comme les entreprises du CAC 40, des entreprises internationales, multinationales, dont finalement les quartiers généraux, le centre de décision est en France, avec tous les bémols qu'on peut apporter à cette remarque. L'outsourcing, tu vois ça, l'outsourcing de développement de jeux, c'est monstrueux. Vers des pays étrangers, vers l'Inde, vers les pays de l'Est. Il y a deux niveaux. Il y a l'outsourcing, il y a outsourcing et outsourcing. L'outsourcing d'éléments de jeu, de la sous-traitance de graphisme, de 3D, etc., est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont... c'est déjà le cas depuis longtemps. Et le fait qu'on soit dans une économie de l'immatériel fait que forcément les développeurs s'appuient sur des gens qui sont basés ailleurs, des compétences, mais qui sont parfois des individus basés aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, enfin n'importe où, pour travailler sur des projets de manière collective. Donc la sous-traitance d'éléments de jeu va se renforcer parce que les équipes ne peuvent pas nécessairement assumer, et en particulier en France,
des équipes de 50-100 personnes sans visibilité à 6 mois ou à 2 ans. Elles sont obligées de trouver des mécaniques d'organisation qui font qu'elles s'appuient sur de la flexibilité qui vient d'ailleurs. Et il faut bien retenir que l'essentiel de la sous-traitance aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo, c'est d'abord une problématique de compétences et de flexibilité avant d'être une problématique de prix. On n'est pas là pour casser les prix, on est là pour trouver de la souplesse et de l'expertise. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc ça, c'est sur la partie éléments de jeux vidéo. Ensuite, la sous-traitance, au sens, est-ce qu'on va faire des jeux demain en Inde parce que c'est moins cher ? Peut-être. Peut-être qu'on fera ça, mais pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que les Indiens, par exemple, ne sont pas tellement des joueurs. Ils n'ont pas nécessairement cette culture à la fois du produit qui correspond finalement à un produit européen ou un produit américain. Et en plus, ils n'ont pas cette culture de gamer qui leur permet d'intégrer nécessairement les codes de ces pays. Donc je pense qu'on n'est pas encore, et probablement pas encore pour les années qui viennent, enfin en tout cas pour les 3 ou 4 années qui viennent, sur des modèles d'outsourcing complet des produits là-bas. On va avoir des appuis et des équipes qui, en Inde, comme en Chine, comme en Europe de l'Est, comme au Canada, vont se renforcer pour demain être capable de se positionner sur ces marchés-là. Et je crois il ne faut pas se leurrer, on va être quand même sur une dimension culturelle. C'est-à-dire que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, les marchés sont quand même largement alimentés par des produits qui viennent d'ailleurs, mais aussi très fortement alimentés par des produits qui sont imprégnés de la culture régionale, nationale, continentale. Et les produits chinois, aujourd'hui, ne marchent pas en Europe, et les produits européens, parfois, ne marchent pas aux États-Unis, parce qu'il y a quelque chose qui relève de cette culture. Voilà. Enfin, je crois que la dimension culturelle ne peut pas être complètement éludée. Une dernière question. Oui, ça m'appelle vaguement quelque chose. Voilà. Récemment, il y a plusieurs éditeurs américains ont annoncé des problèmes financiers liés à son warning, je crois que d'autres aussi. Où en sommes-nous aujourd'hui avec, d'un point de vue peut-être macroéconomique, dans cette industrie du jeu vidéo? Est-ce que c'est encore une industrie intéressante pour d'éventuels développeurs de démarrer, ou est-ce que c'est une industrie en perte de vitesse, ou c'est, comme tu disais, en transition? C'est un peu un chaos. La difficulté, c'est qu'on est sur une industrie qui traverse plusieurs courants simultanés. L'analyse de base, c'est de dire oui, on est sur un palier de consoles, et donc forcément le marché va se tasser un peu pendant 1 an et demi, et ensuite il va repartir avec une nouvelle console. Bon, ça c'est la première analyse. Mais ensuite, on est sur un marché qui se complexifie et qui n'a pas encore atteint sa maturité. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes de coûts croissants qui se déroulent corollairement à des marchés qui sont stabilisés. Donc, il y a un effet de ciseau qui fait que ça ne va pas fonctionner quand même forcément très longtemps. Et puis, on a le développement de nouvelles plateformes comme le online qui remet en question les business models avec des logiques à l'abonnement, des logiques à la vente par objet. Et puis, en parallèle, on a le jeu sur mobile qui, il faut juste s'en souvenir. Le jeu sur mobile aujourd'hui, ça touche plus de joueurs qui payent pour des jeux que le jeu en boîte. Même si le marché est sensiblement plus petit, on a un effet de prix et de nombre de joueurs qui fait qu'il y a plus de joueurs sur mobile que de gens qui achètent des jeux en hyper ou en grande surface spécialisée. Donc c'est très compliqué, et tout ça en plus va être très lourdement bouleversé par la distribution digitale. Donc c'est une période probablement charnière. En même temps, on a déjà fait le coup de la période charnière, mais là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer, et les exemples de ce qui s'est passé dans la musique et dans le cinéma vont certainement être assez évocateurs, ou en tout cas source d'apprentissage sur ce qui va se passer dans le domaine du jeu vidéo. Pour résumer la situation, c'est juste compliqué. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir.